présence avec Yéyé que bien plus tard, hein, parce que je vous avais dit que je voulais faire biologie humaine, moi. Oui. Je ne voulais pas du tout m'hazarder dans les handicapés. Et j'ai grandi avec les pères salésiens à Pointe-Noire. Et quand nous sommes arrivés à Brazzaville, les frères avaient besoin d'avoir quelqu'un qui avait fait de la biologie. Donc j'ai été contacté par les pères salésiens pour être présenté aux frères de Saint-Gabriel. Bon, après moult hésitations, je me suis quand même engagé dans cette voie-là. À ce moment-là, m'est revenu le souvenir de Yéyé, qui était un sourd que je connaissais depuis l'enfance. Et mon pari, c'était de l'appareil un jour. Après, on s'est perdu de vue, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Mais si je le chope un jour, je me colle un appareil. Et de là, j'ai commencé à travailler les frères de Saint-Gabriel. Donc, vous avez toute l'Italie. Le premier, c'est le père Lucien Allard qui est venu pour attendre le frère Félix. Il n'était pas encore prêt. Il n'a fait qu'un an, puis Félix a fait 10 ans. Alors, Fidel Milando a été un ancien frère qui était sorti. Par la suite, il a eu Madame Thérèse d'Ambézé. Alors, ça n'a plus rien à voir avec la logique. Là, c'était un placement politique. Puis, Fidel Milando est revenu. Et Germain Massidi, François Damascène étaient des travailleurs d'ici. Puis, arrive le père Michel Jarreau. Nous sommes à la première guerre du Congo, là. Ça a sorti, on est en 95 par là. On a eu les affrontements, les conflits nationaux avec MCDI, BADES, c'était autour de 93 par là. Donc, il y a eu un grand massacre ici, on a tout saccagé, on a tout volé. Et le père Michel Jarreau fut un spiritain. Il n'y avait plus que les spiritains qui étaient à Brazzaville. Il est venu prêter main forte. Puis est arrivé le père Clément Pierce aussi, qui était spiritain, des gars de Liberman à Henri. Il nous a aidés. Et est arrivé Léon Lebanitou, qui est venu de Caritas à ce moment-là. Et puis est tombé l'animal que je suis. Donc j'attends vos formations pour venir le remplacer. Oui, oui. Alors, quoi d'autre encore? Alors, notre travail, vous l'avez découvert, c'est-à-dire qu'au tout premier, les enfants, ils arrivent, ils ont 3-4 ans, ils travaillent en éducation précoce avec des professeurs. C'est un peu comme le jardin, mais pas tout à fait, parce qu'on s'occupe de l'enfant et on rassure les parents. On fait la guidance parentale. Parce que la surdité dans nos sociétés, lorsqu'elle arrive dans une famille, c'est la catastrophe. On se rejette le tort. Le papa il dit, moi dans ma famille il n'y a pas de sourd, ça vient de chez toi. Alors, la maman n'ose pas trop lever la voix parce que son papa va la mettre dehors. Donc elle en souffre et c'est une croix énorme. Ouais. Donc nous on commence par déculpabiliser tout le monde. On se dit, s'il y a une surdité, c'est parce qu'il y a une cause scientifique réelle, vérifiable, qui est par exemple la méningite, qui est le paludisme, qui est la tentative d'avortement. Lorsque vous allez bousculer l'embryon qui est dans le ventre de maman, vous n'avez pas réussi, mais les cellules ne suivent plus le même parcours. L'enfant, dans sa constitution, va être touché dès le départ. Et on va avoir un enfant handicapé, soit moteur, soit sensoriel. L'enfant sera plus normal. Donc là, il faut dire à tout le monde que ce n'est pas de la faute de la famille de maman, mais c'est la faute des deux. Vous avez voulu vous débarrasser d'un enfant, vous avez échoué, les conséquences c'est là. Et il faut apprendre aux parents à aimer cet enfant. Parce que généralement, on n'investit pas trop sur un enfant handicapé. On se dit, ouais, bon, s'il y a 50 000 francs à investir, on ne va pas donner sur un sourd, là, on va gagner quoi? On va donner à un Kodela qui plus tard va ramener un salaire de 700 000 à la maison. On fait une différence dans la prise en charge. Alors, on les pousse à vouloir aimer les enfants de façon égalitaire. C'est un enfant comme tout autre qui est différent, mais il a besoin d'amour. C'est ce qu'on fait en éducation précoce. Et puis il passe en classe de démutisation, vous avez visité. Là, on s'attaque à contrer la mutité. Parce que comme l'organe de l'audition ne fonctionne pas bien, l'enfant n'a pas les modèles à répéter. Vous avez bien parlé parce que vous avez entendu les parents, vous avez entendu l'entourage. Mais imaginez que vous n'entendez personne. Vous voyez, les problèmes vous parlent. C'est pour ça que vous ne parlez pas chinois. Parce que vous n'avez jamais entendu parler chinois. Bon, parler chinois, il faut entendre parler chinois plusieurs fois, être obligé de prononcer des mots chinois. Et c'est comme ça qu'on apprend une langue. À l'entendre le plus souvent et on la pratique. Hein? Tu voulais aller en Angleterre, ta classe d'anglais, non c'est ça? Oui. Et voilà, tu vois.
Alors ça fait que quand tu es directeur d'une école de sourds, tu dois être aussi prophète, tu dois deviner des choses. Bon, je plaisante. C'est parce que je sais que souvent, il faut faire une immersion dans le milieu pour prendre la langue. L'Angleterre, l'Espagne, l'italien. Si tu es dans une famille, tu apprends des tournures que tu n'as pas toujours à l'école. Voilà. Donc, dans cette classe-là, on chasse à méditer. On explique à l'enfant que les gens qui ouvrent la bouche n'ouvrent pas pour le plaisir de l'ouvrir, mais ils l'ouvrent pour dire des mots qui sont sensés. Et après, ils attaquent un préparatoire, un CP1, CP2, jusqu'à ce que vous avez vu. Et donc avant ça, les enfants se rendent pas compte de leur handicap? Eh bien non, au début non. Au début, tout petit enfant, moi, même des adultes ici, hein, que j'ai rencontrés, qui sont sourds d'une oreille. Mais je leur dis, mais pourquoi depuis longtemps vous n'avez jamais pensé à consulter? Ils disent, monsieur, moi je pensais que tout le monde entendait que d'une oreille. Et c'est vrai, non? Tu prends un petit bambin de 4-5 ans qui n'entend pas d'une oreille. Pour lui, c'est normal. Puisque quand on lui parle, il comprend. Il ne comprend pas de ce côté. Je dis, mais tout le monde de ce côté-là n'entend pas. Et c'est plus tard qu'il réalise que les deux, il devrait entendre. Si tu mets ton Walkman, ben, il n'entendra que d'un côté. Et là, ça posera problème. Donc c'est par la suite qu'un enfant réalise qu'on ouvre la bouche pour dire quelque chose de sensé. Parce que pour lui, c'était ah. Pour lui, ça, c'était parler. Après, on lui dit que ce qu'il dit ne rime à rien. Que c'est pas mais on dit bonbon, on dit maman, on dit papa, et ainsi de suite. Et après, il fait tout le parcours. Maintenant, j'ai des amis qui de temps en temps m'envoient des bouquins de France pour les petits, des bandes dessinées. Mais le plus gros problème, c'est sa formation. Il faut former le personnel. Tout le premier que vous avez vu, c'est du volontariat, quoi, à la limite. C'est des gens qui n'ont pas étudié spécifiquement professeur de sourds, de machin. Mais fut un temps après les guerres, on n'a plus eu personne. Il a fallu qu'on commence, c'est une formation dans le tas. Et donc votre premier souci, dès que vous faites vos études supérieures, pensez à envoyer des gens au Congo pour former les professeurs. Ça, ça marche. Et puis, de notre question, c'était quoi? Moi, je voulais savoir les différents objectifs du centre. Socialisation. Alors, les différents objectifs du centre, ça évolue. Au début, on aidait à dépister, à rééduquer, si vous avez vu les cabines que vous avez vues, oui. À faire parler, à rééduquer, à enseigner la langue des signes, et à insérer professionnellement par l'apprentissage d'un métier. C'est pour ça qu'au début, on a appris la menuiserie et la couture. On se disait, plus vite le gamin apprend sa menuiserie, il peut s'installer dans le quartier, ça sera atelier, un tel, travail rapide et soigné. Alors on fera, il peut fabriquer des chaises pour quelqu'un, il peut fabriquer des lits. Mais aujourd'hui, le niveau, si vous voulez, il évolue. Il n'y a plus que les menuisiers, les tailleurs, mais on a par exemple, pour le cas de ma fille Gaouté, il peut faire un reportage. Donc, cadrer l'image, il faut lui apprendre. Ils le font plus des associations en France, sur leur blog, vous appelez ça blog, je ne sais pas quoi, non, produisent des documentaires. C'est possible. On a eu Emmanuelle Abory qui a été une grande actrice sourde. Bon, elle a pris de l'âge maintenant, je ne sais pas ce qu'elle fait. Mais ça n'a pas empêché d'être actrice. Et vous avez aussi les trisomiques. Avec auteur, ils ont tourné un film. C'est un jeune qui n'est pas sûr qu'il est trisomique, là, les Mongoliens, mais qui a fait un film à succès. Bon, j'ai visité à Kinshasa, ils font de l'infographie. Les machins qu'on fait sur les marinières, là. Voilà, comme elle, par exemple. C'est l'impression ou c'est un tissu qui est revenu? C'est l'impression. Voilà, c'est l'impression. Ça, à Kinshasa, ils font ça. Les sourds ont appris dans un laboratoire d'infographie. Donc, surtout au Congo, là, on enterre les gens avec beaucoup de faces. Adieu mon père pour l'éternité, oh, nous ne t'oublierons jamais. Même si on sait que le 1er novembre, ils ne n'iront jamais au cimetière. Ils peuvent produire des marinières de politique pour les campagnes de tout genre. Et donc aujourd'hui, c'est le problème qu'on a avec le frère, il faut réorienter les enfants. Il faut les amener vers des schémas porteurs. Si vous voulez, bon, la menuiserie est toujours en vogue. Il y a beaucoup plus de problèmes à s'installer comme artisan en ville. Parce que le gars, il va aller... Oui, entrez.